Bon, alors j'ai fini mes apartés, on peut commencer. Alors, je vais quand même vous rappeler, puisque tout ceci a été un peu perturbé par les problèmes de transport, je vous rappelle un résultat essentiel établi, et puis on va broder à partir de là. Mais auparavant, je vais vous indiquer quelques remarques liées à une question imprudemment posée par Claude Lebris la semaine dernière. Alors, on a passé pas mal de temps la semaine dernière à réfléchir, à comprendre le lien avec des fonctions continues symétriques de n variables, des mesures de probabilité symétriques à n variables, qu'est-ce que quand n tend vers l'infini, quels étaient les objets naturels qui apparaissent, à savoir des fonctions continues sur les mesures de proba et des probas sur les mesures de proba. Bien. Évidemment, la symétrie, qui est assez naturelle dès qu'on parle de joueurs identiques, est une hypothèse qu'on peut trouver également dans de nombreux secteurs de la physique, et je pense a priori à la mécanique et à la physique statistique. Il reste que lorsqu'on est en mécanique quantique, il y a des principes de symétrie, de particules identiques, mais qui sont un peu compliqués par le fait que des particules identiques en mécanique quantique, certes elles sont identiques, mais elles sont soumises au principe de Pauli, au principe d'exclusion, qui se traduit dans le dogme de la mécanique quantique par l'antisymétrie des fonctions d'onde. Donc, je dirais une petite incursion, remarque sur la mécanique quantique et ses histoires de symétrie, puisque je vais passer pas mal de temps aujourd'hui à parler de symétrie, au-delà de la symétrie, autre forme de symétrie, ça va être le thème général aujourd'hui avant d'aborder le calcul différentiel. Alors, donc les objets typiques. Alors, je veux vraiment éviter des problèmes qui apparaissent à l'infini, donc je vais raisonner en périodique, je vais prendre un cube de périodicité, comme si toutes mes particules étaient confinées dans une boîte. Et j'en mets n. J'oublie le spin qui ne change absolument rien, le caractère éventuellement complexe qui ne change absolument rien. Donc en raisonnant réel, on ne se pose pas de problème là-dessus. Donc ce qui est naturel de supposer, c'est que cette fonction est antisymétrique. Et d'ailleurs, si on regarde un tout petit peu ce qui est fait plus ou moins rigoureusement dans le cadre de la physique quantique statistique, les auteurs ont tendance à plus regarder le cas dit bosonique, c'est-à-dire où la fonction d'onde est symétrique, que le cas fermionique, qui est le cas véridique, parce qu'il y a des petites difficultés quand même tend vers l'infini. Alors, je vais vous donner quelques éléments d'information, de réflexion qui sont dont je ne connais pas très bien l'état de la nouveauté parce que c'est quelque chose qui devait être plus ou moins intuité en physique, en tout cas dans la littérature mathématique, même si c'est très élémentaire, je ne l'ai jamais vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je ne l'ai jamais vu. Alors, le problème, il y a plusieurs difficultés. C'est du fait de l'absence de forme-volume ou de mesures vraiment naturelles sur les mesures de proba, je vous avais déjà indiqué que quand n tend vers l'infini, les seuls objets qui sont naturels, que l'on peut étudier naturellement, ce sont des choses qui sont dans L1, des mesures de proba, ou les fonctions continues. Mais entre les deux, il n'y a plus rien, parce qu'entre les deux, il faudrait avoir une mesure de Lebesgue, un volume, quelque chose comme ça, pour pouvoir réellement passer à la limite quand n tend vers l'infini. Donc c'est clair qu'avec un objet qui est simplement dans L2, on ne peut rien faire. Alors évidemment, on peut regarder les densités associées, ce qui est une manière de capturer une partie de l'information, mais pas toute l'information. Puisque, grosso modo, on capture l'amplitude, pas la phase. Et donc, on ne capture pas des aspects, je dirais, d'opérateurs. Phi, regardez plus comme un opérateur, donc ce qu'on appelle les matrices densité en mécanique quantique. Donc, si on regarde uniquement la trace des matrices densité, c'est-à-dire les densités en elles-mêmes, la première à laquelle on peut penser, c'est évidemment
l'objet le plus naturel auquel on puisse penser, c'est le module de phi au carré, qui est toujours la probabilité de présence en x1, xn, etc., puisque les phi sont normalisés. Donc phi carré, c'est quelque chose que je vais baptiser mn. Éventuellement, d'ailleurs, phi dépend de n. Quand n tend vers l'infini, pour chaque n, on a une nouvelle fonction d'onde. Donc mn, qui est l'intégrale de mn est normalisée. L'intégrale de mn est égale à 1. Alors maintenant, bien entendu, si vous prenez une fonction antisymétrique, c'est-à-dire qui change de signe chaque fois que vous échangez deux coordonnées, eh bien, le carré, lui, est symétrique. Et donc, s'il est symétrique, à des sous-suites près, donc modulo sous-suite, on sait que Mn, en un certain sens, converge faiblement quand n tend vers l'infini, converge vers une certaine probabilité pi, qui est une probabilité sur les probabilités sur Q. C'est vraiment au sens de Hewitt et Savage, au sens que les marginales convergent vers les polynômes associés. Enfin bon, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Le point là n'est pas très important. Et donc la première question qui se pose, pensons à des minimisations d'énergie ou des choses comme ceci, si jamais on avait la chance que juste la densité intervienne, c'est quand même rarement le cas, mais déjà il faut certainement comprendre cette question-là, c'est est-ce que le fait que tout ceci provienne d'une fonction antisymétrique entraîne des restrictions sur le type de mesure pi que l'on peut récupérer quand n tend vers l'infini? Est-ce qu'il y a une trace, une fois que n tend vers l'infini, de l'antisymétrie? La réponse est non. En fait, la réponse est déjà non pour n fini. Et voici une petite remarque. Donc, le premier fait que je veux établir, c'est que chaque fois que l'on prend un Mn qui est un phi n carré, qui est un phi modulo carré, avec un phi dans L2 de Q puissance n, et je vais mettre antisymétrique comme ceci, et l'intégrale de phi carré égale à 1, ça, c'est l'ensemble des mesures de proba symétriques. Non, c'est l'ensemble des fonctions L1, c'est pas... Évidemment, par densité, on récupère tout, mais c'est l'ensemble des M appartient à L1 de Q puissance n, M symétrique, et l'intégrale de M égale à 1. Donc déjà, il n'y a aucune trace, et ce que l'on peut ensuite dire, c'est que l'ensemble des Mn égale phi carré, et ça c'est une conséquence immédiate, phi maintenant dans H1, c'est-à-dire avec une énergie cinétique finie, avec l'intégrale de phi carré est égale à 1. Ça, c'est dense dans l'ensemble précédent. Bon, et comme l'énergie cinétique pour des fermions ne laisse absolument aucune trace quand n tend vers l'infini par des explosions extrêmement rapides, ça c'est en vertu de Lipsey-Ring, elle converge, elle est toujours au moins en n puissance 5 tiers. D'ailleurs, on peut facilement voir à travers ceci qu'elle ne pourrait pas aller plus lentement quand n tend vers l'infini. Donc, les normes H1, essentiellement, en un certain sens, disparaissent. Il faudrait être, en tout cas, regarder de manière très générale. Bien. Alors, l'aspect de densité est une évidence parce que simplement, lorsque vous prenez un phi comme ceci précédemment, ben on le régularise. Vous remplacez le phi qui est là par un phi régularisé. C'est dans H1 une régularisation faite de manière symétrique, donc une régularisation symétrique donne quelque chose d'antisymétrique, et le tour est joué. Donc, et lorsque vous avez effectivement, lorsque vous dites qu'une fois qu'on a le passé au carré, et que par densité, on a oublié tous les zéros qu'il pouvait y avoir dans le phi, puisque phi s'annule chaque fois que deux variables sont identiques. Donc ça veut dire qu'ici, à ce niveau-là, le Mn s'annule chaque fois que deux coordonnées sont identiques. Mais ça, une fois que, à part ce phénomène de couche limite, vous récupérez exactement toutes les mesures symétriques. Alors, bon, c'est pas tout à fait évident a priori, parce qu'on aurait pu se dire, oui, ça laisse quelque chose de plus que les zéros, ça laisse un peu de rigidité. Non.
Démonstration totalement très facile. Je vais l'expliquer déjà en dimension 1, c'est-à-dire lorsque Q est 0, 1, et puis après on regardera la dimension quelconque. Eh bien, si je prends une mesure symétrique, une mesure de proba dans L1, donc c'est un L1 S pour symétrique, avec l'intégrale de M. Là, il manque un M positif ou nul quelque part quand même. Hein. L'intégrale de M est égale à 1, M positif ou nul. Et je veux construire une fonction phi. Alors, je vais me servir de la représentation qui est ici, c'est-à-dire que j'ordonne les coordonnées. Et je commence par travailler sur cet ensemble. Sur cet ensemble, je prends phi égale racine de m. Bon. Et puis, petit à petit, je vais remplir 0,1 à la puissance n en dépliant. C'est exactement le pliage que je vous avais indiqué avec les mains la semaine dernière, hein, en dimension 2, pour avoir cet ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le cube et vous repliez autour de la diagonale et vous obtenez un triangle. En dimension 3, vous repliez 2 fois. Mais là, on va replier, chaque fois qu'on replie, on change de signe. On déplie, pardon, et chaque fois qu'on déplie, on change de signe. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Analytiquement, ça veut dire que maintenant, si je regarde sur l'ensemble x2 inférieur à x1, inférieur à x3, etc., inférieur à xn, inférieur ou égal à 1, eh bien, je prends phi égale racine moins racine de m, etc. C'est ça que je veux dire par déplier. Bon, ben voilà, ça fait phi carré égale à m. Alors ça, en dimension 1, ça se voit bien. C'est effectivement, on déplie, on se ramène à une situation où les coordonnées sont ordonnées, et là, évidemment, il n'y a plus, la symétrie ne laisse plus aucune trace, et puis après, on déplie. Bon, alors ça, c'est en dimension 1. En dimension plus grande, ceci est peut-être un peu plus délicat. Une manière de voir ça, c'est de construire des objets qui sont encore plus que antisymétriques. Et donc, dans Q, si je prends maintenant Q un cube unité dans RD, 0,1 D, eh bien, je vais faire le même jeu, mais je vais le faire sur les premières coordonnées. Donc, un point grand X, je vais le noter comme ceci, X1, XD. Ça, c'est un point, ça, c'est le IM bloc de coordonnées. Et je vais jouer au même jeu, mais simplement en raisonnant sur la première coordonnée. Donc, il vaut mieux mettre les coordonnées en bas, pardonnez-moi, D. Et c'est le IM bloc de coordonnées. Donc ça, c'est XI. Donc ça, c'est, voilà. Et on regarde sur Q puissance n. Hein, c'est N1 de Q puissance n. Donc, si je prends un M, ce que je vais faire, c'est que je vais ordonner, je prends le premier bloc, et je prends sa première coordonnée. Je prends le deuxième bloc et sa première coordonnée, etc., jusqu'au nème bloc et sa première coordonnée. Et la même chose, je prends phi égale racine de m. Et puis, je déplie. J'obtiens quelque chose d'antisymétrique et cette remarque est faite. C'est une remarque, hein? Rien de plus qu'une observation. Bon, donc ça veut dire qu'il y a au niveau des densités, l'indépendance ne se voit plus beaucoup. Alors vous pourriez me dire, quid des fonctions continues? J'y viendrai dans un instant. Là-dedans, il y a bien entendu des π particuliers qui jouent un rôle, particulier, ce sont les points extrémaux de cette classe P sur P de Q, ce sont les masses de Dirac concentrées en un point. Ce sont les états de chaos moléculaire, c'est les états d'indépendance asymptotique des particules. Et lorsqu'on raisonne pour des fermions et qu'on a n fermions, la tradition est de dire que l'état indépendant, les états indépendants, ce sont les états de type Hartree-Fock, les déterminants de Slater. Mais indépendance et antisymétrie, ce n'est pas lumineux, ce n'est pas très très clair ce que ça veut vraiment dire, cette affirmation. Alors, je vais vous montrer par un petit argument qu'en fait, effectivement, asymptotiquement, dès que l'on prend un déterminant de Slater, enfin une suite étiquetée par n, le nombre de particules, eh bien, ce qu'on récupère toujours, c'est un π qui est une masse de Dirac. Donc ça, c'est la dernière remarque que je vais faire, qui illustre aussi un peu le genre de mesure symétrique que l'on récupère. Donc ça, c'était le premier point.
Donc, deuxième point, on va prendre donc un état donc attention, je mets entre parenthèses les n parce que tout ceci va dépendre de n. Mais à n fixé, je forme déterminant de phi de xj où les phi sont orthonormés. Je les prends réels pour simplifier, delta uj. Et il faut 1 sur racine de n factoriel pour que ça soit normalisé, pour que la norme L2 soit bien 1. Donc ça, c'est bien une fonction antisymétrique, et on dit bah, c'est le cas de fermions indépendants. Mais bon, indépendant avec des règles d'exclusion de Pauli, ça, du point de vue probabiliste, ça ne veut rien dire. Hein. Donc là, il y a un problème. Alors l'indépendance, la vraie indépendance statistique probabiliste, on peut la voir réapparaître un peu plus tard, effectivement, quand n tend vers l'infini. Alors pour ça, il faut faire quelques calculs et regarder les marginales. En effet, dire que Mn tend vers pi, c'est regarder les marginales, comme on l'a vu la semaine dernière, Mnk, c'est-à-dire l'intégrale de Mn dxk plus 1 jusqu'à dxn. C'est-à-dire on regarde uniquement l'action sur les cas, la probabilité de présence des cas variables, peu importe où se trouvent les autres. Donc Mnk. Et ça signifie que Mnk converge faiblement au sens des mesures sur Q puissance K, quand n tend vers l'infini, vers l'intégrale de pi dm, et bien simplement le produit dm de xi, des mesures. Donc vous voyez, on prend pour des mesures m quelconques, on prend cette mesure produit qui correspond bien à k particules indépendantes, à part que ceci, c'est ensuite mélangé avec pi. Et que justement, le cas statistiquement indépendant, c'est que pi est concentré en un point, auquel cas c'est simplement le produit pour ce point-là, pour ce m-là. C'est le produit de 1 à k de ces probas ou densités. Alors, donc, il faut calculer Mn1, qui est donc l'intégrale, ou M1, qui est l'intégrale de phi carré dx2 dxn. Bon, ça, c'est un calcul assez standard lorsqu'on veut obtenir les équations de Hartree-Fock. Il faut faire tout le calcul. Je l'ai fait il y a quelques années, d'ailleurs, ce calcul, il y a 2-3 ans. Donc, c'est une excellente excuse, vous vous en souvenez tous parfaitement. Et donc, c'est une excellente excuse pour ne pas le reprendre. On fait le calcul monstrueux en se servant de l'orthogonalité et on trouve précisément 1 sur n, somme de i égale 1 à n de phi carré. Bien. Alors, on regarde M2. Ça se calcule aussi. C'est un calcul passionnant. Et on trouve n sur n-1. Faites-moi confiance. 1 sur n, non, c'est plutôt exactement m1 de x. Alors, pour être tout à fait cohérent avec mes notations, c'est un m1 de x1. Et donc, ça, c'est une fonction de x1. Et le m2, c'est un m2 de x1 et de x2. Donc, c'est un m1 de x1, l'objet précédent m1 de x2. Et puis, le déterminant se voit un peu à travers moins 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de phi de x1, phi de x2. Et le tout au carré. Et on ferme le crochet. Alors traditionnellement, on voit dans la littérature des règles de récurrence sur les densités réduites, sur les marginales, mais sans le facteur de normalisation 1 sur racine de n factoriel, donc il faut faire un peu attention où est-ce qu'il y a les n et les n-1. Bon.
Ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce que le M3, ça se complique un peu. Alors, pour essayer ensuite de se dire ce qu'est le pi, il y a un peu de souci à se faire. Alors, en fait, on va se servir de deux choses. C'est qu'on peut identifier, entre guillemets, les limites des deux premières, et que ça va suffire. On n'a pas besoin de regarder à trois corps. C'est un fait général. S'il y a, entre guillemets, apparition du chaos, on peut le voir rien qu'avec les deux premières marginales. Donc là, il y a une remarque générale qu'il sera utile de tirer au clair dans un instant. Donc pour l'instant, ce que je vais dire, c'est que maintenant, si je rétablis, quitte à travailler avec une sous-suite, je vais supposer que les Mn1, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des phi ni au carré, et ça c'est Mn1, convergent faiblement au sens des mesures sur P de Q, quand n tend vers l'infini, vers un certain m. Eh bien, je prétends que Mn2 converge faiblement sur P de Q2 vers m de x1, m de x2. Pourquoi? Donc, ce qui est bien une ébauche de factorisation, en tout cas pour la deuxième densité. Pourquoi? En fait, c'est très simple. C'est que si vous regardez la masse totale de la contribution négative à la mesure, d'abord le premier terme, pardonnez-moi. Le premier terme, clairement, n sur n-1, ça tend vers 1. Donc si ça converge faiblement, ce sont des variables indépendantes vers m, et ça converge faiblement vers m en x2, le produit converge faiblement vers m de x1, m de x2. C'est des variables différentes. Donc le n sur n-1 fois ce produit-là, ça tend vers ça. Donc, démontrer ceci, c'est dire que le moins tend vers 0. Et le moins tend vers 0 parce que sa masse totale est de l'ordre de 1 sur n. Et ça, c'est la contribution de l'antisymétrie. Elle est de taille 1 sur n. Alors, pourquoi? Eh bien, si vous regardez, donc, gardons bien tout, n sur n-1, l'intégrale double en dx1, dx2, de 1 sur n au carré, somme sur i, de phi de x1, phi de x2 que je vais, mais plutôt que l'écrire au carré, je vais mettre une somme sur i et j et je vais mettre phi j de x1, phi j de x2. Donc voilà tous les termes. Eh bien, que récupérez-vous ici? Vous voyez qu'avec l'orthogonalité, les seuls termes qui apparaissent dans cette somme double, ce sont les termes où i est égal à j, parce que sinon ça fait 0. Et si i est égal à j, ça fait 1. Et donc, ça fait la somme sur i égale j de 1, c'est-à-dire n. Donc, tout ce bazar-là, ça fait n sur n-1, n sur n2. Donc, je le répète, c'est parce que l'intégrale de phi j est égale à 0 si i est différent de j, et l'intégrale de phi carré vaut 1. Bon, vous voyez, n2 divisé par n2, il vous reste exactement, tout ceci, ça vaut 1 sur n-1. Donc c'est bien d'ordre 1 sur n. Bon, alors ça démontre une partie de l'assertion qui consiste à dire asymptotiquement les particules deviennent indépendantes. Et l'aspect déterminant, l'aspect exclusion, il devient de plus en plus négligeable. Mais ce n'est pas une démonstration réelle que ça devient indépendant, parce qu'une démonstration réelle, c'est être sûr que tous les MNK, c'est être sûr que pi se réduit à une masse de Dirac. Alors là, il y a un fait général, une proposition générale, donc, que je vais indiquer ici. Donc, proposition. Donc, prenons un pi qui est sur P de P de Q, et supposons que l'intégrale de pi dm de m de x1, m de x2, c'est-à-dire la limite de la marginale d'ordre 2, alors je vais peut-être changer de notation parce que sinon on va se mélanger tous les m. Là, il y a un m privilégié, donc je vais baptiser
F mes probas. Ce n'est pas forcément une densité, ce sont des probas. L'intégrale de pi df f de x1, f de x2 est égale à l'intégrale de pi df f de x1, ça c'est la limite de la marginale d'ordre 1, c'est mon m, fois l'intégrale de pi df fois f de x2. Donc on fait cette hypothèse. Eh bien, ceci entraîne qu'il existe un m tel que pi soit égal à delta m. Donc, si c'est le cas, on a bien démontré l'apparition du chaos asymptotique. Fin de la démonstration. Alors ça, c'est le fait que si à la limite, ça se factorise pour un deuxième, alors ça entraîne réellement l'apparition du chaos. C'est des choses qu'on trouve effectivement dans la littérature. Ça, c'est une astuce que j'avais apprise avec... C'était Mario Pulverenti qui m'avait appris cette astuce. Je la présente de manière légèrement différente. On peut le voir avec la loi des grands nombres, mais c'est une autre présentation, mais c'est évidemment la même idée. La démonstration est en fait très simple. C'est en fait un cas d'égalité, une inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, ce n'est pas une inégalité de Cauchy-Schwarz, parce qu'il y a deux variables, x1 et x2. Pour se ramener à une égalité de Cauchy-Schwarz, on va tester, ça c'est une égalité entre mesures. Cette égalité entre mesures, on va la tester sur des fonctions test. Les fonctions test, c'est donc des fonctions continues de deux variables. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des produits, puisque de toute façon, par linéarité, toutes les fonctions, il n'y a aucune information. Il n'y a aucune perte d'information. Et on peut prendre la même fonction par polarisation. Donc, en résumé, il n'y a aucune perte d'information si je multiplie cette équation par phi de x1, phi de x2, et que j'intègre en x1 et x2 pour un phi quelconque fonction continue. Qu'est-ce que j'obtiens si je fais cela? Et puis évidemment, j'ai trois intégrales en x1, en x2, enfin j'ai un paquet d'intégrales et je les glisse où je veux avec des règles de bon sens. Donc si je glisse l'intégrale de x1 à l'intérieur sur le premier terme, j'obtiens l'intégrale de f phi de x1 dx1 fois dx2 fois l'intégrale de f phi x2 dx2 fois l'intégrale de pi dm. C'est ce que j'obtiens pour la première ligne. En d'autres termes, ce que j'obtiens en multipliant par phi de x1 et par phi de x2 et en intégrant par rapport à x1 x2, c'est ça. Bien. Et d'un autre côté, cela doit être égal à quoi? À ce que j'obtiens en multipliant par phi de x1, je le mets là, en multipliant par phi de x2, je le mets là, et j'intègre en x1 ici, j'intègre en x2 là. Et donc, ce que cela me fait, c'est l'intégrale de pi df fois l'intégrale de f phi de x dx, le tout au carré. Et ça, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pi étant une mesure de proba, ça c'est Cauchy-Schwarz. Enfin, c'est le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz. Le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz, ça veut dire que nécessairement, l'intégrale de f phi est constante pour tous les f que l'on voit dans la mesure de proba, c'est-à-dire pour tous les f dans le support de la mesure de proba. Donc, l'intégrale de f phi est égale à une constante qui dépend de phi, a priori. Mais c'est une constante, un réel, indépendante de f, quel que soit f dans le support de pi. C'est le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Le cas d'égalité, si on a égalité dans Cauchy-Schwarz, on a presque sûrement c'est une constante. Bon.
Mais ensuite, comme phi est quelconque, si jamais vous aviez deux mesures distinctes dans le support, eh bien, on peut leur trouver un résultat différent avec une certaine fonction test, sinon elles sont égales. Et donc, cela veut bien dire que nécessairement, le support ne peut contenir qu'un élément. C'est une masse de Dirac. Donc, ça entraîne, entre guillemets, que F est constante. C'est toujours la même mesure dans le support. C'est bien dire que le support de pi, c'est un certain m. Et ça, on n'a pas le choix. La seule mesure de proba dans le support soit un point. C'est la masse de Dirac. Voilà. Donc, démonstration triviale. Et voilà pourquoi, effectivement, mais ça c'est quand même bon à savoir, hein, quand on veut établir, si on veut identifier une mesure comme ceci, qu'on obtient un mélange dans Hewitt et Savage, on a en général besoin de tout, de toutes les marginales. Si on veut simplement démontrer l'apparition du chaos, en principe, on n'a besoin que des deux premières marginales. Alors, ça, c'est très utile dans ce cas-là, lorsqu'on a affaire à des équations style Vlasov, les hiérarchies, ça aide pas vraiment, parce que pour déterminer, comprendre ce qu'est la deuxième, eh bien, on a besoin de la troisième, et ainsi de suite. Mais là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la troisième. Et donc voilà pourquoi, effectivement, si on prend un déterminant de Slater en mécanique quantique, si on prend cet objet de particules identiques soumises, indépendantes soumises au principe de Pauli, et je mets beaucoup de guillemets, parce qu'elles ne peuvent pas être réellement indépendantes, eh bien, asymptotiquement en tout cas, effectivement, ce sont bien des états indépendants. Enfin, le dernier élément de la dernière question que l'on peut se poser pour savoir quels sont les objets, la classe d'objets que l'on récupère, c'est quelle est la classe de M que l'on obtient comme ceci. En prenant 1 sur n d'une famille orthonormée, ça c'est n'importe quoi. C'est-à-dire c'est n'importe quel, les M à la limite, c'est P de Q dans son ensemble. Pourquoi c'est vrai, ça? Si vous prenez un borélien A, par exemple, il y a 36 démonstrations possibles. Si vous prenez un borélien A dans Q, de mesure strictement positive, je peux construire une sorte de base de Haar dans A, telle que le M correspondant soit la fonction indicatrice sur A divisé par le volume de A. Je vais l'expliquer dans un instant, en prenant un cube, mais c'est exactement la même chose. Bon, alors une fois que vous avez ceci, évidemment, déterminer l'ensemble des limites par processus diagonal, c'est évidemment comprendre dans les mesures de proba l'ensemble des limites faibles d'un objet comme ça. Bon, ça, c'est quelque chose de classique, c'est l'ensemble des mesures de proba. Parce que vous pouvez récupérer toutes les fonctions en faisant osciller l'ensemble A, en prenant des petits paquets. Bon, je vous laisse vous amuser avec ça, mais c'est de la théorie de la mesure plus ou moins classique. C'est-à-dire que, comme toujours, quand on dit la théorie de la mesure plus ou moins classique, c'est exactement toutes les choses qui ne sont jamais dans aucun livre et qui sont éparpillées dans la littérature et que tout le monde sait à peu près. Bon. Donc ça, c'est dense dans P de Q. Alors pourquoi on peut... Si vous voulez, je préfère le dire en 2 minutes parce que démontrer, j'en ai pour une demi-heure. Donc c'est pas un truc simple, ça. Pour la convergence faible des mesures. Mais c'est somme toute assez naturel, parce que penser sur 0,1, penser la densité faible des fonctions indicatrices, c'est toutes les fonctions comprises entre 0 et 1. C'est exactement le même genre de résultat. Si vous prenez les fonctions indicatrices, vous pouvez approcher n'importe quelle fonction qui prend des valeurs entre 0 et 1. Voilà, donc c'est exactement le même genre de choses. Alors, comment on peut construire les phi n? Je vais juste faire un dessin.
je vais faire comme si mon ensemble A, hein, c'était un ouvert, mais ça n'avait aucune espèce d'importance. Vous coupez le volume en deux, donc on va supposer que A est égal à 1. Donc déjà, la première fonction que vous prenez, c'est 1, normalisé. La deuxième, c'est vous coupez le volume en deux parts égales, à 1 à 2. Et vous mettez 1 et moins 1. Ensuite, vous recoupez chacun de ces volumes en deux. Et vous mettez et vous alternez les 1 et les moins 1. Et puis vous recontinuez à couper chacun des deux volumes en deux. Bon, je vous passe les détails, vous avez compris. Ça, c'est si on est sur l'intervalle 0,1, c'est ce qu'on appelle la base de Haar. Hein. Bon, bah, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un système, vous avez des fonctions orthonormées, des phi, qui ont le bon goût de valoir toujours plus ou moins 1, qui sont bien entendu orthogonales entre elles, bien entendu normalisées, et le carré, ça vaut toujours 1. Donc là, on est même dans une situation où Mn1, quel que soit n, est égal à effectivement, et je prononce par 0 partout ailleurs. Hein. Donc c'est la fonction indicatrice de A divisée par le volume de A. Voilà une construction simple qui assure qu'effectivement on récupère tout ce qu'on veut. Donc moralité, si on partait de l'antisymétrie, bah, il y aurait, à la limite, quand n tend à l'infini, on ne voit pas la différence en termes de classe du cas symétrique. On récupère tous les mélanges. Hartree-Fock donne les états purs et tous les états purs. Fin de l'histoire, de ce début d'histoire. Donc ça redonne peut-être quelques espoirs pour refaire un peu proprement pour des fermions des limites quand n tend vers l'infini. Il reste énormément de boulot, parce que là, on n'a regardé que l'amplitude. Il y a tout le travail sur la phase. Hein. Mais dans la phase, c'est pas là qu'on voit. Il y a des problèmes conceptuels, mais c'est pas là qu'on voit l'antisymétrie. Donc ça, c'est pas gênant. Donc c'est plus l'antisymétrie qui est un réel problème. Enfin, je pense. Donc bref, je suis très optimiste pour faire un certain nombre de limites quand n tend vers l'infini pour des systèmes fermioniques, ce que je ne voyais absolument pas jusqu'à la question imprudente de Claude la semaine dernière. Donc si vous avez du mal à digérer ça, c'est sa faute. Bien. Alors, ça c'était le point de vue mesure. L2, je vous ai déjà dit, ce n'est pas la peine de travailler avec L2, il n'y a rien quand n tend vers l'infini. On pourrait se dire, quid des fonctions continues? Alors là, il se trouve que, naturellement, en mécanique quantique, c'est le point de vue mesure de proba qui est naturel. Et j'en veux pour preuve que si je regarde le point de vue fonction continue, comme je le faisais avant, en gardant de l'antisymétrie, ça ne donne rien, ce n'est pas naturel, ce n'est pas le bon truc. Hein, ce qui veut bien dire que les fonctions d'onde, elles ont tendance à devenir, vues sur R3 puissance n, à devenir très discontinues. Enfin, n'ont pas des propriétés uniformes en n de continuité. Ce qui correspond aussi, déjà, vous le voyez sur les déterminants de cette R, c'est que vous êtes obligé d'aller chercher des éléments de plus en plus grands. Vous avez besoin d'une... Si vous preniez une base pour les phi, vous allez chercher la énième fonction de base, qui est de moins en moins régulière, de plus en plus oscillante. Et ça, c'est aussi relié au fait qu'on ellipse ring, l'énergie cinétique, etc., etc. Bon, alors, si une remarque, une autre observation, c'est que si vous prenez, et je vais directement passer maintenant à un x1, xn, qui est une fonction continue antisymétrique, et je vais supposer qu'elle a un module de continuité uniforme par rapport à une certaine distance, je vais en prendre 2, et que un, donc de grand X, moins un de grand Y, est majoré par un certain module. Parce qu'après tout, dans un instant, je vais travailler, je vais dire au-delà de la symétrie. Ben, regardons un cas qui n'a rien à voir avec la symétrie, qui est l'antisymétrie. Et là, on va voir que ce n'est pas très intéressant.
Alors, on peut mettre ici la distance de Lévy-Prokhorov, qui veut dire que l'on oublie asymptotiquement que le poids pour l'attribution de la valeur par UN, le poids de quelques coordonnées par rapport à n est négligeable. Ou, d'ailleurs, on peut mettre la distance infinie, le résultat est le même, donc Monge-Kantorowicz infini, qui est une des normes usuelles, qui est simplement la norme du max de la norme du ième bloc de coordonnées moins en x moins le ième bloc de coordonnées en y. Bon, ben dans les deux cas de figure, que vous ayez ça ou ça, la conclusion est la même. UN converge uniformément quand n tend vers l'infini, vers 0. Il ne reste rien. Donc la seule manière de récupérer des limites non triviales, c'est de casser ces modules de continuité uniformes. Hein. Donc même si vous avez des fonctions d'onde qui sont bien régulières, que vous regardez le module, pas le module au carré, bah, ça ne peut pas avoir de module de continuité uniforme, point. Puisque d'un autre côté, le carré converge vers quelque chose qui est non zéro. Bon, alors, qualitativement, on apprend des petits trucs. Là. Alors, dans le premier cas de figure, c'est quasiment évident. C'est que si vous prenez un x quelconque et que vous construisez le x tilde qui consiste uniquement à la place de la première coordonnée de x, vous lui mettez la deuxième, et que vous regardez la distance de Lévy-Prokhorov de x à x tilde, vous voyez que toutes les coordonnées à partir de la deuxième, vous ne les voyez pas puisqu'il n'y a aucune différence. Eh bien, cette distance de Lévy-Prokhorov, c'est le minimum. Donc ça d'ailleurs, c'est le maximum de x1 moins x2. Et puis, comme j'en ai un éventuellement qui diffère, qui est de 1 sur n. Non, c'est le minimum. Qu'est-ce que je raconte? Bon, bref, c'est majoré par 1 sur n. C'est plus simple. Ça. C'est bien le minimum de x1 moins x2 et de 1 sur n, hein, mais bon. Ben, ça, c'est tout à fait évident parce que 1 sur n convient. Le nombre de i tel que xi moins yi, ben là, il n'y a que le premier, c'est 1. Donc ce nombre, il est au plus 1 sur n. Donc ça, si vous injectez dans la définition 1 sur n, ça marche. Donc la distance de Lévy-Prokhorov, elle est plus petite. Et en fait, c'est le minimum de la norme de x1 moins x2 et de 1 sur n. Ben, donc ça veut dire que un de x moins un de x tilde, eh ben, il tend uniformément vers 0, mais un de x tilde, il vaut 0 par antisymétrie. Donc ça veut bien dire que un de x est majoré par oméga de 1 sur n, et donc ça veut bien dire que un converge uniformément vers 0. Donc ça, c'est très simple avec Lévy-Prokhorov, c'est ce que j'avais répondu oralement à la question de Claude la semaine dernière. Voilà l'argument de manière un peu plus explicite. Alors c'est même vrai avec un module de continuité plus méchant. C'est même vrai, alors c'est un peu plus compliqué à faire ça. Donc je vais me contenter d'esquisser la démonstration dans le deuxième cas. Mais vous prenez n points dans Q. Quand vous prenez x1, xn, vous prenez n points dans Q. Ben, si vous prenez n points dans un compact, quand n tend vers l'infini, vous avez toujours au moins une valeur d'adhérence. Donc il y en a toujours un certain nombre de coordonnées qui asymptotiquement vont être proches l'une de l'autre, dont la distance va tendre l'une. Et donc, même chose, vous allez identifier ces deux coordonnées, passer de x à x tilde. Alors, allez, je vais vous faire la démonstration. Donc, je prends un x quelconque. Eh bien, si je prends un x quelconque, si je regarde
le sup, non, pardonnez-moi, l'inf sur I et J, le minimum, si on veut être tout à fait strict, le minimum sur I différent de J, compris entre 1 et n, de xi moins xj, lorsque x est quelconque dans n, quel que soit x dans q puissance n, ce minimum, il est obligé de tendre vers 0. Parce que si vous mettez n points dans un cube et que vous les écartez le plus possible, c'est ça l'objectif, eh bien, s'il y en a de plus en plus dans le cube, il y a un moment où c'est du sphere packing. Hein. Donc quand n tend vers l'infini, je ne sais pas quelle expression, il faudrait que je réfléchisse par rapport à la dimension, il faudrait que je réfléchisse, mais c'est grosso modo, ça doit être une constante divisée, je disais ça, et c'est du n à la puissance 1 sur d, ou un truc comme ça, hein, ou d à la dimension. Bon. Eh bien maintenant, vous prenez le I0 et le J0 qui est là, vous prenez un x quelconque. Eh bien, pour x tilde, ça vous donne un I0, J0. Et pour x tilde, ce que vous allez faire, c'est que vous allez égaliser le x tilde I0. Eh bien, vous allez prendre x J0. Vous ne changez que la I0e coordonnée, comme je l'ai fait tout à l'heure, comme j'ai fait, au lieu d'en prendre une quelconque, si on a une dépendance faible dans toutes les variables, ben vous choisissez la bonne paire de variables. Si vous faites ceci, à nouveau le un en x tilde il vaut 0 parce qu'il a deux coordonnées égales, donc, et toutes les autres, et x tilde de i égale xi, quel que soit i différent de i0. Bon, ben ça, un de x tilde est égal à 0 par l'antisymétrie, et un de x se majore par un oméga de la distance qui est là, qui est maintenant la distance, le max entre le x et x tilde, c'est obtenu en I0, c'est le truc qui est là, et c'est un oméga de c n à la puissance 1 sur d. Et à nouveau, ça tend vers 0. D'ailleurs, vous voyez que ce n'est pas les mêmes ordres de vitesse. Hein. Dans un cas, c'est du 1 sur n, dans l'autre cas, c'est du 1 sur n à la puissance 1 sur 2, je suis prêt à parier que c'est 1 sur d, et je suis prêt à parier que c'est optimal comme vitesse d'annulation. Parce qu'effectivement, en faisant du sphere packing, en alternant les plus et les moins 1, etc., on doit pouvoir construire effectivement une fonction continue qui tend vers 0 qu'à ce rythme-là, avec des petites bosses. Bon, ça, je n'y ai pas réfléchi, je n'en suis pas sûr. Bon, voilà donc pourquoi le point de vue fonction continue, il n'est pas naturel là, avec l'antisymétrie. Les mesures, c'est naturel, les fonctions continues, c'est pas naturel. Ce n'est pas le même type d'application. Mais il reste qu'une fois qu'on sait travailler avec les mesures, on peut travailler avec les fonctions continues, et pour des problèmes dépendants du temps, comme j'ai commencé à vous l'expliquer la dernière fois, c'est utile. Bigre, 1 heure sur les remarques à propos d'une question. Je vais avoir du mal à faire un dixième de mon cours s'il y a beaucoup de questions de ce type-là à chaque séance. Bien. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est je me suis rendu compte que de tout ce que je vous raconte, rien n'est absolument écrit. Ça se construit d'ailleurs au fur et à mesure dans certaines conférences aujourd'hui. Donc j'ai vérifié. C'est la première fois où je suis effectivement très content, très heureux que le cours soit filmé. Parce que donc il y a un DVD, etc. Et ça, en tout cas, moi, ça me sera utile. Mais enfin, ça peut intéresser d'autres personnes qui voudraient des. Je coupe le micro parce que je ne suis pas sûr que j'ai le droit de distribuer le matériel comme ça du Collège de France. Mais son droit et tout. Donc j'ai rien dit, mais enfin, à bon entendeur, salut. Bien.